Elle était l'infirmière dont personne ne se souciait, manquant d'assurance, les yeux toujours baissés, vêtue d'une blouse deux tailles trop grande. Les médecins riaient derrière son dos lorsqu'un tragique effondrement de chantier a amené 10 victimes dans un état critique aux urgences. Les chirurgiens se sont figés. Puzzle. En 60 minutes, 10 corps qui auraient dû se trouver à la morgue sont sortis en respirant. Puis les portes des urgences se sont ouvertes et un contre-amiral de la marine américaine est entré, flanqué de 4 opérateurs SEAL Armies, s'est arrêté au milieu du couloir et a prononcé un seul nom que personne ne reconnaissait. Phoenix. L'hôpital est tombé dans un silence absolu. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. Ce qui s'est passé ensuite vous laissera sous le choc. Aimez cette vidéo et commentez-la là où vous la regardez. Abonnez-vous à Secrets of Silent Badges pour ne pas manquer ce qui se passe lorsque Phoenix prend enfin la parole. Le café était froid quand Ellie Vance s'est souvenu de son existence. Il était posé derrière le poste des infirmières du St. Crest Medical Center, intact depuis 40 minutes, une trace brune formée à l'endroit où le liquide s'était déposé. Elle ne l'avait pas bu. Elle finissait rarement quoi que ce soit en public, non pas parce qu'elle oubliait, mais parce que finir signifiait rester immobile assez longtemps pour que quelqu'un la remarque. Et Ellie Vance ne voulait pas être remarquée. Elle se tenait également près du chariot de fourniture dans la salle de traumatologie, comptant les pansements avec une concentration qui la faisait paraître obsessionnelle. Ses cheveux blonds foncés étaient tirés en arrière en une queue de cheval lâche et désordonnée, des mèches s'échappant autour de ses tempes et de sa mâchoire, comme si elle n'avait pas pris la peine de se regarder dans le miroir ce matin-là. Sa blouse était bleu moyen, de taille standard, mais trop grande. Le haut à col en V lui tombait sur les hanches, le pantalon à cordon lui arrivait aux chevilles, au-dessus de chaussures d'infirmière blanches éraflées qui avaient connu des jours meilleurs. Elle ressemblait à quelqu'un que l'hôpital avait habillé après coup. Ses épaules étaient voûtées, sa tête penchée vers le bas. Quand elle se déplaçait entre le chariot et l'armoire, ses pas étaient courts et prudents, le genre de démarche qui s'excusait de prendre de la place. À son poignet droit, un simple élastique était tendu contre la peau. Toutes les quelques minutes, sans regarder, elle le tendait et le faisait claquer une fois. Un petit bruit sec que personne n'entendait. 3 semaines à St. Crest, assez longtemps pour que le personnel apprenne son nom, pas assez longtemps pour que quelqu'un s'y intéresse. Les autres infirmières avaient cessé d'essayer de l'inclure dans les conversations de la salle de pause après la première semaine. Elle ne riait pas aux bonnes blagues. Elle ne se plaignait pas des bons médecins. Elle occupait l'espace comme le ferait du papier peint, présente, fonctionnelle et complètement invisible. L'aide-soignante itinérante avait envoyé son dossier à l'avance et le service clinique avait rédigé une évaluation sans intérêt. Aucun CV n'était aussi parfaitement moyen, ce qui soulignait le stress du centre médical situé sur le chantier naval côtier et la tension silencieuse d'être assez proche de Norfolk pour sentir le pouls de la marine sans emporter l'uniforme. L'hôpital disposait d'un bon équipement, un financement décent et le genre d'arrogance institutionnelle qui vient du fait de n'avoir jamais été vraiment mis à l'épreuve. Le Dr. Julian Thorne était l'incarnation de cette arrogance. Il franchit les portes des urgences à 7h45, vêtu d'une blouse blanche immaculée, son nom brodé en fil bleu marine au-dessus de la poche-poitrine. Il portait une chemise ajustée à poignets mousquetaires, un pantalon gris anthracite sur mesure et des chaussures en cuir qui claquaient avec assurance sur le linoléum. Ses cheveux foncés étaient coiffés avec un produit qui reflétait la lumière fluorescente. Une montre Tag Heuer pesait lourdement sur son poignet gauche. Il avait 36 ans, mesurait 1,80 et était d'une beauté qui inspirait confiance aux patients et suscitait la jalousie de ses collègues. Thorne s'arrêta au poste des infirmières. Qui a réapprovisionné la salle 2? Deborah, l'infirmière responsable, leva les yeux. La nouvelle, Vance. Les yeux de Thorne se posèrent sur la salle 2. Il observa Ellie pendant un moment. Sa posture voûtée, sa blouse trop grande, ses mains prudentes, ses lèvres retroussées. Elle est toujours là. Elle est calme. Elle fait son travail. Elle est un handicap. Je l'ai vue essayer de poser une perfusion à Mme Patterson la semaine dernière. Ses mains tremblaient tellement que c'est la patiente qui a réconforté l'infirmière. C'est l'inverse, Deborah. Il se dirigea vers la baie 2. Ellie le sentit avant de le voir,
grâce au rythme particulier de ses chaussures coûteuses sur le carrelage. Elle se retourna, les yeux baissés vers sa poitrine, évitant tout contact direct. « Vance, vous avez réorganisé ce chariot. Je viens de vérifier les dates d'expiration et j'ai déplacé les stocks les plus anciens vers l'avant. Le système que j'ai mis en place prévoit que la gaz se trouve à gauche. Les compresses chaudes à droite. Tu les as inversées. » Les doigts d'Ellie se crispèrent. Elle fit claquer l'élastique. Je pensais qu'en cas de traumatisme, on utilisait d'abord les compresses chaudes. Donc les avoir du côté de la main dominante pouvait faire gagner 1 seconde. Ou tu pensais? Thorne l'interrompit, poli et chirurgical. Je ne t'ai pas demandé de réfléchir au chariot, Vance. Je t'ai demandé de le remplir. Il y a une différence. Comprenez-vous la différence? Pendant une fraction de seconde, quelque chose bougea derrière ses yeux gris-bleus. Ce n'était ni de la douleur, ni de la soumission, mais quelque chose de plus dur, quelque chose qui n'avait pas sa place sur le visage d'une infirmière tremblante. Cela passa si vite que personne ne le remarqua. « Oui, docteur, je vais corriger cela. » Thorne se retourna et parla par-dessus son épaule, assez fort pour que tout le poste l'entende. « Que quelqu'un me rappelle de parler au RH des critères d'embauche des infirmières itinérantes. Nous ne sommes pas un centre de formation. » Un technicien près du poste sourit narquoisement. Deborah regarda son bloc-notes. 2 infirmières près de la salle des médicaments échangèrent un regard. Le genre de regard qui disait « mieux vaut elle que moi ». Tel était l'écosystème du service des urgences de St. Crest. Thorne au sommet, tous les autres classés par ordre d'utilité, et Ellie Vance quelque part vers le bas, indiscernable du mobilier. Ellie resta immobile pendant 3 secondes. Puis elle commença à ranger les fournitures, la gaz à gauche, les hémostatiques à droite, les mains tremblantes sous la lumière fluorescente. Son visage affichait l'expression vide de quelqu'un qui avait appris que la réponse la plus sûre à la cruauté était de ne pas réagir. Mais ses yeux suivaient Thorne qui s'éloignait avec une concentration qui n'avait rien à voir avec la gaz. Ils balayèrent le couloir, notèrent chaque sortie, enregistrèrent l'angle de la caméra de sécurité au-dessus du poste, puis revinrent au chariot en moins de 2 secondes. Le genre de balayage qui avait sa place quelque part entre le sable et les coups de feu. La matinée s'écoula dans une cruauté routinière, avec un retraité souffrant de douleurs thoraciques, un adolescent avec des écorchures et une clavicule cassée. Ellie se déplaçait dans le service comme un fantôme, prenant les constantes, remplissant les dossiers, réapprovisionnant les stocks. Toujours un pas derrière l'action, jamais au centre. À 10h17, Thorne suturait le jeune skater dans la salle 4 lorsqu'il aperçut Ellie qui passait. « Vance, venez ici. Tenez ce plateau et ne touchez à rien que vous n'êtes pas qualifié pour toucher, c'est-à-dire presque tout, vu vos compétences. » Le jeune allongé sur le lit semblait mal à l'aise, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la façon dont le médecin s'adressait à l'infirmière. Ellie prit le plateau. Ses mains tremblaient visiblement. Thorne le remarqua et sourit, d'un sourire fin et condescendant. « Tenez bon, Vance. » Les patients le remarquent. Elle ne dit rien. Ses jointures blanchirent autour des bords du plateau. Les minuscules cicatrices de shrapnel sur le dos de ses mains reflétaient la lumière du plafond. De petites marques éparses provenant de quelque chose de bien plus violent qu'un accident de cuisine. Personne ne regardait assez attentivement pour s'interroger. À 11h30, le service s'était installé dans un calme trompeur que les infirmières chevronnées savaient ne pas être fiables. Le tableau était à moitié rempli. Le personnel se relayait à la machine à café. Dehors, Anchor Bay bourdonnait au rythme de midi. Les dockers déjeunaient. La circulation était fluide sur Meridian Boulevard. Les équipes de construction travaillaient sur le nouveau projet immobilier du front de mer, 3 pâtés de maisons plus au sud. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de pause, tenant le café froid qu'elle n'avait jamais fini, le regard vague, distant. Sa main gauche reposait sur le cadre de la porte, et si quelqu'un l'avait regardé attentivement, il aurait vu son index tapoter. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Un vieux geste, une vieille habitude, quelque chose dont elle ignorait qu'elle le faisait encore. L'élastique à son poignet se rompit. Elle cligna des yeux. Puis le bâtiment trembla. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais une onde de choc, une pression qui fit vibrer les dalles du plafond et balancer les lampes fluorescentes sur leur support. Le café déborda des tasses. Un plateau d'instruments s'écrasa quelque part dans le couloir.
Quelqu'un haleta, puis le silence s'installa, un silence profond et suffocant qui précède la compréhension. Le corps d'Ellie réagit avant que son esprit ne comprenne ce qui se passait. Elle redressa la colonne vertébrale, épaulait, écarta les pieds pour élargir sa base et centrer son poids. Son regard se porta vers la fenêtre au bout du couloir. À travers celle-ci, une colonne de poussière gris-blanc s'élevait dans le ciel à 3 pâtés de maisons au sud, s'épanchant vers le haut comme un être vivant, se propageant vers l'extérieur, engloutissant la lumière du soleil. Le chantier du front de mer. Toute la partie ouest de la structure s'était effondrée. Pendant 2 secondes, Ellie Vance n'était plus Ellie Vance. Ses pupilles se dilatèrent, sa respiration se bloqua dans un rythme contrôlé de 4 temps. Son regard balaya d'un seul coup d'œil le service des urgences. Les sorties, le nombre de membres du personnel, l'équipement disponible, la capacité en lit. Cela lui prit moins de temps qu'il n'en fallut au Dr. Thorne pour lever les yeux de son téléphone. Puis elle se reprit. Elle baissa les épaules, desserra la mâchoire, laissa le tremblement revenir dans ses mains. Elle redevint petite, mais il était trop tard. De l'autre côté du couloir, une étudiante infirmière nommée Priya observait la scène. Elle avait observé Ellie toute la matinée. La façon dont la nouvelle infirmière bougeait, la façon dont elle absorbait la cruauté de Thorne sans se briser, la façon dont elle organisait les fournitures avec un système qui semblait plus tactique que clinique. Et pendant 2 secondes, Priya avait vu quelque chose qui n'avait pas de sens, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle ne pouvait pas oublier. L'interphone crépita. Code MC. Service des urgences. Tout le personnel disponible doit se présenter immédiatement. Code MC. Les mots transpercèrent le bâtiment comme une lame. Incident avec de nombreuses victimes. Le personnel commença à bouger, certains avec détermination, d'autres avec l'incertitude saccadée de ceux qui ont été formés pour cela, mais qui ne l'ont jamais vécu. Les téléphones sonnèrent en cascade. Les radios grésillaient avec des mises à jour qui se chevauchaient et se contredisaient. Thorne se dirigea vers le poste des infirmières, tablette à la main, le visage arborant l'expression d'un homme qui croyait être la réponse à toutes les questions. Dehors, les sirènes se multipliaient, la colonne de poussière s'épaississait et quelque part sous les décombres du chantier du front de mer, des dizaines de travailleurs étaient coincés, blessés, et le temps leur était compté. Ellie posa son café froid. Elle se dirigea vers l'entrée des urgences. Ses mains tremblaient, ses yeux, eux, ne tremblaient pas. La première ambulance arriva à 11h48. Elle arriva à toute vitesse, la sirène coupée à mi-chemin alors qu'elle tournait dans la baie. Les portes arrière s'ouvrirent brusquement avant même que le véhicule ne s'arrête. Un ambulancier sauta à terre, le visage recouvert de poussière grise, transformé en pâte par la sueur. Homme, 42 ans, blessure par écrasement au torse, fracture bilatérale des côtes, possible segment flottant. SPO 283 et en baisse. Impossible de l'intuber sur place. L'homme sur la civière semblait sortir d'une zone de guerre. Son casque avait disparu. Son gilet était déchiré et trempé. Sa poitrine bougeait de manière grotesque et paradoxale. Une partie s'affaissait, tandis que le reste se gonflait. Le signe caractéristique d'un volet costal qui le tuait à chaque respiration. Le Dr. Thorne s'avança, sa blouse toujours immaculée. Bay 1 appelait les respiratoires, appelait le Dr. Fielding derrière lui. La deuxième ambulance était déjà en train de reculer. La troisième tournait au coin de la rue. À midi, 14 blessés étaient arrivés par vagues, certains sur des civières, d'autres titubant à travers les portes couvertes de poussière et de sang, et le choc des yeux écarquillés de ceux qui avaient vu le monde s'écrouler sur eux. Un homme avec un fragment de barre d'armature en acier dépassant de sa cuisse gauche. Une femme dont le bras pendait à un angle qui fit détourner le regard de l'infirmière d'accueil. 2 ouvriers transportés inconscients, le visage gris sous la crasse. Un contremaître qui entra de son propre chef, s'assit dans la salle d'attente et cessa tranquillement de respirer 30 secondes plus tard. Le service des urgences ne se mobilisa pas. Il balbutia. Thorne se tenait au centre, donnant des ordres qui se contredisaient. Radiographie thoracique dans la salle 1. Non. Portable. Où sont les gaz sanguins chirurgicaux de ce patient? Non. L'autre. Son autorité s'effritait sous le poids de crises simultanées. Thorne était excellent pour les urgences impliquant un seul patient.
Le triage des victimes en cas d'accident de masse exigeait des calculs brutaux. Qui allait survivre? Qui allait attendre? Qui allait-il cesser de tenter de sauver pour que 3 autres puissent survivre? Thorne était incapable de faire ces calculs. Sa carrière ne lui avait jamais demandé de le faire. Le Dr. Rachel Kessler, la médecin de garde voisine qui était restée pour l'incident impliquant un grand nombre de victimes, se tenait au-dessus d'un patient au bassin écrasé, les mains gantées, le visage pâle, figé dans la paralysie d'un médecin qui savait quoi faire mais ne pouvait pas forcer son corps à le faire. Le triage s'effondrait. Les patients étaient placés par ordre d'arrivée et non par gravité. Une étiquette verte avec des lacérations occupait la baie 3, tandis qu'une étiquette rouge avec un pneumothorax attendait dans le couloir. La respiration se détériorait de minute en minute. Deborah fixait le tableau blanc comme s'il était écrit dans une langue morte. Ellie se tenait près du couloir d'approvisionnement, assez près pour voir tout le service, mais assez loin pour rester invisible. Les bras croisés, la tête baissée. Elle semblait trop effrayée pour bouger. Elle comptait. Les patients, les respirations, les secondes, les mains disponibles, les lits libres, les unités de sang. Derrière ses yeux gris-bleus, elle évaluait le nombre de victimes, recoupait la gravité des cas avec les ressources disponibles et générait une matrice des priorités en temps réel. Tout cela se passait à une vitesse qui aurait alarmé quiconque l'aurait remarqué. Personne ne l'a remarqué. Le contremaître fut le premier à mourir. Une infirmière le trouva affalé sur sa chaise, les lèvres bleues, les pupilles fixes. Elle hurla. Le cri se répercuta dans tout le service. « Pourquoi n'a-t-il pas été trié à son arrivée » demanda Thorne. « Parce qu'il y a 14 patients et que nous ne sommes que 3, rétorqua Deborah. La salle se divisa, puis le patient dans le couloir a cessé de respirer. L'étiquette rouge indiquant un pneumothorax sous tension a émis un gargouillis humide et désespéré. La cavité thoracique se remplissait de pression, comprimant le poumon, déplaçant le cœur. Ses yeux étaient exorbités, ses mains agrippaient la rampe de la civière. Liam, un interne de 2e année, s'est précipité. Stéthoscope sur la poitrine, absence de bruit respiratoire à gauche, déviation trachéale à droite, distension de la veine jugulaire. Comme dans les manuels. L'homme n'avait plus que quelques minutes à vivre. « J'ai besoin du Dr. Thorne », appela Liam, la voix brisée. Thorne était dans la salle Indeg 1. Il n'entendit pas. Liam regarda le patient. Le patient regarda Liam avec les yeux d'un homme qui voyait que la personne chargée de le sauver ne savait pas comment s'y prendre. Ellie bougea. Elle ne courut pas. Elle marcha vite, de manière contrôlée. Sa posture changea au milieu de sa foulée. Ses épaules s'ouvrirent. Son menton se leva. Ses pas s'allongèrent. Le tremblement de ses mains s'arrêta comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Décompression à l'aiguille. Angioat de calibre 14. 2e tiroir, côté droit. Sa voix sortit dans un registre que Liam n'avait jamais entendu. Claire, projetée, autoritaire. Quoi? Tension, pneumothorax, déplacement du médiastin, 60 secondes où il meurt. Aiguille maintenant. Liam bougea. L'angiate apparut. Ellie le prit, écarta la chemise. Sa main gauche trouva les repères avec une certitude née de la répétition. 2e espace intercostal médian, claviculaire positionné à 90 degrés. Un sifflement aigu, de l'air emprisonné s'échappant sous la pression, la poitrine du patient se soulevant régulièrement, la déviation trachéale corrigée. La couleur revenue, il halétait, de vraies respirations remplissant ses 2 poumons. Le cathéter, dit Ellie en se tournant déjà vers la baie 3. Déplacer le patient lacéré, c'est le Dr. Thorne, dit le Dr. Thorne. Le Dr. Thorne n'est pas là. Liam s'assura, bougea. Ellie était déjà partie. En 47 minutes, Ellie Vance a pratiqué un acte médical qui serait plus tard qualifié d'impossible pour une infirmière itinérante sans certification en traumatologie. Baie 2. Un ouvrier du bâtiment saignait d'une profonde lacération fémorale, jonctionnelle, trop haute pour un garrot. Kessler n'avait pas réussi à la contrôler. Le sang coulait sous la civière. Ellie a placé ses 2 mains sur la région inguinale et a appuyé sur l'artère fémorale contre l'os pelvien avec une force brutale et soutenue qui a fait hurler le patient et reculer le médecin traitant. 60 secondes, 2 minutes, les bras bloqués, le poids vers l'avant, le visage impassible. Elle a tenu bon jusqu'à ce qu'une pince vasculaire puisse être préparée. Le saignement s'est arrêté.
La pression s'est stabilisée à 88 systoliques dans le couloir. Une patiente victime d'un écrasement présentant un tamponnement cardiaque, des bruits cardiaques étouffés, des veines du cou distendues, une chute de pression. La triade de Beck, Ellie l'a reconnue 3 secondes avant que le moniteur ne sonne l'alarme. Elle a positionné une aiguille de péricardioanthèse sous le xiphoïde à 45 degrés vers l'épaule gauche et a aspiré 30 ml de sang du sac péricardique. Le cœur a repris son pompage efficace. Un résident a chuchoté à Deborah. « Où a-t-elle appris ça? » Deborah n'avait pas de réponse. B4, blessure abdominale pénétrante. Choc hémorragique de classe 3, pression 72, fréquence cardiaque 138. État mental altéré, peau froide, chirurgie à 20 minutes. Ellie a lancé le protocole de transfusion massive, a posé 2 perfusions à gros calibre dans des veines que 3 infirmières n'avaient pas réussi à trouver, et administré de l'acide tranexamique et a maintenu une pression manuelle tout en dictant ses instructions à Liam, qui avait cessé de poser des questions et avait commencé à obéir. Pneumothorax bilatéral nécessitant des drains thoraciques des 2 côtés. Ellie a guidé Liam avec le calme et la précision d'un instructeur qui aurait enseigné cette technique 100 fois dans des situations d'urgence. Inhalation de produits chimiques nécessitant un traitement bronchodilateur agressif, une blessure à la colonne vertébrale qu'elle a stabilisée à l'aide d'une planche dorsale et d'une voix calme qui a convaincu un homme terrifié de ne pas bouger son cou. À 12h46, Ellie était intervenue directement dans 10 cas critiques. 10 patients qui auraient dû mourir, 10 qui respiraient désormais, étaient stables ou en chirurgie parce qu'une infirmière itinérante aux mains tremblantes avait fait ce que des chirurgiens chevronnés avaient du mal à faire même dans leurs meilleurs jours. Le service était devenu silencieux mais pas paisible. L'épuisement profond des personnes qui avaient vécu une catastrophe et en étaient sorties sans savoir comment. Le personnel s'appuyait contre les murs, le regard vide. Thorne se tenait debout à son poste, sa blouse maculée d'une seule tache de sang, les yeux fixés sur le tableau. Il n'avait pas effectué un seul sauvetage critique. Il le savait. La salle le savait. Deborah le dit à voix haute. Cette infirmière vient de sauver 10 personnes en 1 heure. Les mots flottaient dans l'air fluorescent comme un verdict. Ellie se tenait devant l'évier de la baie 2, lavant le sang de ses mains. L'eau coulait rose, puis claire. Ses épaules se courbaient à nouveau, la tête baissée, les tremblements de retour. Elle était à nouveau Ellie Vance, petite, calme, insignifiante. La cicatrice au-dessus de son sourcil gauche reflétait la lumière. Les marques des éclats d'obus scintillaient sous l'eau. Puis le bruit est arrivé. Pas des sirènes, pas des ambulances, mais le grondement sourd et contrôlé de véhicules lourds. À travers la fenêtre au-dessus de l'évier, elle a vu le parking. 3 Chevrolet Suburban noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale se sont garés à l'entrée dans une formation qui n'était pas aléatoire. Elles étaient garées en angle, bloquant les voies de sortie dans une position sécuritaire et tactique. Les mains d'Ellie s'arrêtèrent sous l'eau. Elle retint son souffle. Ses yeux gris-bleus se fixèrent sur les véhicules avec une reconnaissance qui allait au-delà de la simple vision. Ses doigts agrippèrent le bord de l'évier, les jointures blanchies. Les cicatrices des éclats d'obus marquaient ses os. Les portières des voitures s'ouvrirent à l'unisson. Des hommes en sortirent. Des hommes imposants, armés, qui se déplaçaient en formation en losange avec une aisance acquise par l'entraînement. Et au centre, marchant avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui pourrait reclasser la réalité d'un simple coup de fil, un homme en blazer bleu marine dont la posture annonçait ce qu'il était avant même que quiconque puisse lire les 2 étoiles dorées sur sa poitrine. Ellie expira lentement, de manière contrôlée, comme quelqu'un qui savait au fond de lui que ce jour finirait par arriver. Elle ferma le robinet. Elle ne se sécha pas les mains. Elle resta immobile et attendit. Les hommes qui sortirent des Suburban ne se déplaçaient pas comme des visiteurs d'hôpital. Ils se déplaçaient en formation en losange, le principal au centre à l'arrière, flanqué d'opérateurs qui scrutaient les toits et les entrées avec la précision d'hommes pour qui l'évaluation des menaces était aussi instinctive que la respiration. 4 opérateurs, pantalons tactiques brun coyote, t-shirt beige tendu sur des silhouettes mesurant entre 1,85 et 1,93. Gilet pare-balles arborant des écussons du drapeau américain, inversé sur l'épaule droite, groupe sanguin sur la gauche.
Trident des Navy Seals sur des chaînes autour du cou reflétant le soleil de Virginie. Sig pétoir et étui de cuisse. Casque tactique avec microphone à perche le long de la mâchoire. Barbe taillée mais présente. La présentation opérationnelle qui distinguait les forces spéciales des forces conventionnelles. L'homme au centre était différent. La cinquantaine, 1,90 m, large mais plus mince, cheveux argentés coupés courts. Un visage marqué par une carrière dans des endroits qui font vieillir les hommes prématurément. Des raides profondes, des pattes de doigts autour des yeux bleu-gris, une mâchoire sculptée dans la pierre, un blazer bleu marine sur une chemise blanche boutonnée, sans cravate, un pantalon kaki repassé, des chaussures cirées qui claquaient avec autorité sur la rampe d'entrée. Sur sa poitrine, sous le bord du blazer, un insigne en or reflétait la lumière. 2 étoiles, le contre-amiral Marcus Cole, indicatif d'appel Titan. Cole avait commandé des équipes SEAL avant même que la plupart des opérateurs qui l'entouraient aient terminé leurs études secondaires. Il avait mené des missions en Afghanistan, en Irak, en Syrie et dans des endroits qui ne figuraient sur aucune carte non classifiée. Il avait gravi les échelons parce que les hommes qui servaient sous ses ordres se jetaient dans le feu sur sa seule parole. Il franchit les portes automatiques comme s'il était le propriétaire du bâtiment. Le service des urgences s'est tu progressivement. D'abord l'entrée, le réceptionniste, l'agent de sécurité, 2 infirmières. Ils se sont arrêtés et ont regardé. Des armes dans un hôpital ont fait taire les salles plus vite que n'importe quelle alarme. Le silence s'est propagé à l'intérieur comme une onde de choc. Les conversations se sont interrompues en plein milieu d'une phrase. Les moniteurs ont émis un bip dans le silence. Un téléphone a sonné sans réponse. Thorne a été le dernier à lever les yeux. Son visage a exprimé tour à tour la confusion, l'inquiétude, l'indignation et quelque chose qu'il n'aurait jamais admis. La peur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôpital. Vous ne pouvez pas apporter d'armes ici. Le plus grand opérateur, un des barbe rousse, 109 kilos, tatouage sur l'avant-bras gauche, cicatrice au sourcil droit, nom de code breaker, chef senior, 7 ans dans les équipes, a détourné son regard vers Thorne. Il n'a rien dit. Son regard en disait long. Tu n'es pas un facteur dans cette équation. Thorne ouvrit la bouche puis la referma. Cole passa devant lui sans le saluer, les yeux balayant le service. Des lits, des brancards, du sang sur le sol. Il lut le tableau des patients en 3 secondes. 14 admissions, 10 interventions critiques, 1 décès. Il enregistra ces informations. Puis son regard se fixa. Au fond, près de la baie 2, une femme se tenait devant l'évier. Petite, 1,63 m, noyée dans sa blouse bleue, une queue de cheval blond foncé, des mèches éparses encadrant un visage épuisé, une fine cicatrice au-dessus du sourcil gauche, les mains dans l'eau, de la mousse coulant de ses jointures marquées par des blessures de shrapnel cicatrisées. Cole s'arrêta. Les opérateurs s'arrêtèrent avec lui. Breaker regarda le visage de l'amiral et ressentit de la surprise. Le masque opérationnel s'était fissuré. Ce qui apparaissait était une reconnaissance profonde, immédiate, absolue. 43 personnes restèrent figées. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. Un moniteur émit un bip dans la baie 1. Le silence était total. Ellie ferma le robinet, sans se retourner. Ses mains agrippèrent le comptoir, les jointures blanchies, les cicatrices des éclats d'obus torturés. Elle pouvait sentir les bottes militaires sur le linoléum, un bruit qu'elle connaissait comme son propre battement de cœur. Elle pouvait sentir la formation derrière elle, l'espacement discipliné, la respiration contrôlée des opérateurs entraînés, et un regard plus lourd que les autres, appuyant sur son crâne comme une main à laquelle elle avait autrefois confié sa vie. Cole prononça un seul mot, « Phoenix ». Ce nom frappa le département comme une détonation. Pas bruyante, la voix de commandement de Cole avait été forgée par les tirs, les tempêtes de sable et les rotors des hélicoptères. Mais ce mot avait une gravité que le silence ne pouvait absorber. Il emplit le couloir, se pressa contre les murs, s'installa dans la poitrine de chaque personne à portée de voix. Aucun d'entre eux ne savait ce que cela signifiait. Mais chacun comprit qu'il signifiait tout. Les mains d'Ellie cessèrent de trembler. Pas progressivement, instantanément. La fin totale des tremblements qui l'avaient caractérisé pendant 3 semaines. Ses doigts s'immobilisèrent, ses épaules se redressèrent. Sa respiration devint profonde et contrôlée, à un rythme régulier.
Sa colonne vertébrale se redressa vertèbre après vertèbre, et bien qu'elle n'ait pas grandi, elle semblait avoir pris 7 centimètres. La blouse qu'il avait rapetissée pendait désormais sur un corps délibérément minimisé, qui ne se souciait plus de faire semblant. Elle se retourna. Le même visage qui avait absorbé le mépris de Thorne ce matin-là. Les mêmes yeux gris-bleu, les mêmes traits, la même cicatrice. Mais le vide soumis avait disparu. Ce qui l'avait remplacé fit reculer involontairement Deborah, qui se trouvait à 2 mètres. Une concentration dure, mortelle, non pas l'attention clinique douce d'une infirmière, mais la conscience aiguë d'une personne qui avait passé des années à prendre des décisions qui tuaient ou sauvaient avec une précision égale. Son regard croisa celui de l'amiral et le soutint. L'amiral serra les mâchoires. Aucun des deux ne parla. Le silence s'étira, dense et électrique, chargé d'une histoire que personne dans la pièce ne pouvait voir, mais que tout le monde pouvait ressentir comme la chaleur d'un fourneau ouvert. L'amiral Ellie dit « L'horreur était toujours là, la douceur avait disparu, claire, stable, dépouillée de toute affectation qu'elle avait portée comme une armure. La voix de quelqu'un qui avait donné des ordres dans des conditions qui auraient brisé toutes les personnes qui la regardaient maintenant. » Cole s'avança. Premier maître Eleanor Vance. Le titre tomba comme un document classifié sur une table non sécurisée. Corpsman hospitalier, corpsman de reconnaissance amphibie spéciale, rattaché au groupe de développement des opérations spéciales navales. 6 déploiements, récipiendaire de la Navy Cross, de la Silver Star et de 2 Purple Hearts. Il fit une pause. Sa voix baissa d'un demi-ton. Déclaré décédé. Opération Cobalt Meridian, il y a 23 mois. La pièce devint vide, pas un halètement, quelque chose de pire. Le silence qui suit une révélation si complète que le cerveau a besoin de temps pour démolir tout ce qu'il croyait et reconstruire à partir des décombres. Thorne se tenait à 2 mètres de là, blouse blanche ouverte, bouche béante. Il regarda l'infirmière tremblante qu'il avait humiliée ce matin-là à propos du placement de Go, et son visage perdit toute couleur au point qu'il ressemblait à l'un de ses propres patients. Le bloc-notes de Deborah était suspendu, oublié. Liam se tenait derrière elle, une main tenant encore le ruban adhésif de la dernière procédure qu'Ellie lui avait guidée. Carla s'était collée contre le mur. Priya, l'étudiante infirmière, se tenait près de Bayou et, contrairement aux autres, n'était pas choquée. Elle hochait lentement la tête, imperceptiblement, comme si la réponse qu'elle avait cherchée toute la matinée était enfin arrivée, et qu'elle était plus importante que tout ce qu'elle avait imaginé. Ellie se tenait immobile, sa blouse tachée de sang, sa queue de cheval défaite. La cicatrice au-dessus de son sourcil était pleinement visible. Elle n'était plus cachée derrière des mèches stratégiquement placées. Les cicatrices des éclats d'obus étaient exposées au grand jour, les paumes des mains sur les côtés, les doigts détendus comme ils ne l'avaient pas été depuis qu'elle était entrée dans cet hôpital 3 semaines auparavant. « Je ne suis pas décédée, amiral, dit-elle. » L'expression de Cole changea. Du soulagement, de la fureur et quelque chose qui, sous les lumières fluorescentes, ressemblait beaucoup à du chagrin. Le chagrin d'un homme qui avait signé une lettre commémorative, qui s'était tenu debout lors d'une cérémonie avec un drapeau plié, qui avait pleuré un guerrier qu'il considérait comme l'un des meilleurs qu'il ait jamais commandé, et qui la regardait maintenant, vivante et respirant dans un hôpital de Virginie, vêtue d'une blouse 2 tailles trop grande. « Non, dit-il, vous n'êtes pas morte, mais vous avez des explications à donner, chef supérieur. » Il regarda autour de lui, le sang, les patients stabilisés, le personnel stupéfait. « Après m'avoir expliqué comment vous avez sauvé cet hôpital, le casseur prit la parole pour la première fois, d'une voix baissée, rauque, à force d'avoir passé des années au-dessus des rotors et des tirs étouffés. Il regarda Ellie avec l'expression d'un phoque qui venait de retrouver un coéquipier qu'il avait pleuré, enterré, porté en toast et qui ne cessait de lui manquer. « Fixe, dit-il, et ce mot portait en lui 2 années de service commémoratif, de drapeaux pliés et de verres levés vers une chaise vide. Tu n'as pas idée à quel point c'est bon de te voir debout. » Quelque chose bougea derrière ses yeux. Rapide, brillant, dangereux. Le genre d'émotion que les vétérans de guerre gardaient enfermés dans des pièces sans porte. Elle cligna des yeux une fois, le contrôla avec la discipline de quelqu'un qui avait appris que montrer sa douleur au mauvais moment
pouvait coûter la vie à des gens. « Breaker », dit-elle doucement. Pendant une fraction de seconde, le masque glissa, épuisé, hanté, vivant d'une manière qu'elle n'avait pas autorisée depuis 23 mois. Puis le masque revint. Thorne retrouva sa voix, faible, dépouillée. « Elle est infirmière itinérante. C'est ce que dit son dossier. » Cole tourna la tête. Son regard fit reculer Thorne. Son dossier dit exactement ce qu'il est censé dire. Silence de Thorne. Cole fit face à Ellie. « Nous devons parler en privé. Il y a un problème. Ta couverture est compromise de toute façon. » Les yeux d'Ellie passèrent rapidement de lui aux opérateurs. Elle observa leur équipement, leur posture, la tension de la mâchoire de Breaker, la façon dont le plus jeune, un homme à la peau foncée, la vingtaine bien avancée, de corpulence moyenne, nom de Code Ghost, ne cessait de jeter des regards vers le parking. Armes de poing, casque actif, pas de réunion opérationnelle. Qui est sur le terrain? Que des militaires, pas de préambule. Endurcis, nomade. Elle retint son souffle. Un battement, puis plus rien. Où? C'est ce dont nous devons discuter. Il fit un geste vers l'aile de conférence. Ellie regarda le service une dernière fois. Les patients sauvés, le personnel qui la fixait, le sang sur le sol, les étiquettes sur le tableau blanc, le café froid sur le comptoir. Elle n'avait jamais terminé. Puis le premier maître, Eleanor Vance Phoenix, passa devant Thorne sans le regarder. Elle passa devant les infirmières qui l'avaient ignorée, devant l'infirmière en chef qui avait laissé la moquerie se produire, et suivie d'un amiral 2 étoiles et 4 opérateurs SEAL armés hors du service des urgences. Derrière elle, le silence se prolongea pendant 7 secondes. Puis, toutes les voix dans la pièce éclatèrent en même temps. La salle de conférence du 2e étage avait été construite pour les litiges d'assurance et les examens de faute professionnelle. Elle était équipée d'une longue table en chêne, de 12 chaises à roulettes, d'un tableau blanc encore couvert des projections budgétaires d'une réunion dont personne ne se souvenait, et d'une fenêtre donnant sur le parking où 3 Suburban noirs étaient garés en formation tactique, moteur toujours en marche. Cole ferma la porte. Les breakers balayèrent la pièce. Plaques de plafond, bouches d'aération, angles des fenêtres en 4 secondes, puis il hocha la tête une seule fois. Ghost se posta devant la porte. 2 opérateurs restèrent dans le couloir en dessous, gardant un œil sur l'entrée des urgences et les véhicules. Cole tira une chaise pour Ellie. Elle ne s'assit pas. Elle se tint debout à l'autre bout de la table, les bras le long du corps, les épaules en arrière, les pieds écartés de la largeur des épaules, dans une posture qui n'était pas agressive mais indéniablement militaire. Sa blouse était encore tachée de sang. Sa queue de cheval était toujours détachée. Mais rien dans son attitude ne rappelait plus Ellie Vance, l'infirmière itinérante. « Parle, dit-elle. » Cole l'étudia. 23 mois. Il avait lui-même signé la lettre de décès au combat. Il s'était tenu debout devant le mémorial à Coronado, en costume, et avait prononcé l'éloge funèbre d'un guerrier qu'il croyait mort. Il avait regardé Breaker placer une pièce trident sur la pierre commémorative et ne pas parler pendant 3 jours. Et maintenant, elle se tenait debout, vêtue d'une blouse trop grande, vivante, lui demandant de parler. « Opération Cobalt Meridian », dit Cole, d'une voix maîtrisée mais tendue. « Vous faisiez partie d'une force opérationnelle interarmée menant des opérations d'interdiction contre un réseau d'armement opérant à partir de Cypress, sur la côte turque. Votre équipe a été prise en embuscade lors d'une insertion maritime nocturne. Le navire a été touché par un missile antinavire. 12 opérateurs. Tu étais la seule femme à bord. » Ellie serra les mâchoires. Elle ne le quittait pas des yeux. Les services de renseignement de la marine ont récupéré des débris correspondant à une perte totale. Aucun survivant n'a été retrouvé. Tu as été déclarée morte au combat. La voix de Cole baissa d'un ton. Sauf que tu n'étais pas morte. Tu as survécu. Et au lieu de prendre contact, au lieu d'activer l'un des nombreux protocoles d'extraction, tu as disparu. J'avais mes raisons. Je veux les entendre. Ellie resta silencieuse pendant 5 secondes. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était monocorde, comme une blessure qui avait cicatrisé, mais qui n'avait jamais guéri. L'embuscade n'était pas fortuite, Amiral. Quelqu'un de notre côté a révélé notre position, l'heure, les coordonnées, le vecteur d'approche. Il savait exactement où nous serions,
J'ai sorti 2 opérateurs de l'eau. Torres est mort dans mes bras. Briggs a tenu jusqu'à l'aube. Elle fit une pause. Après Briggs, je me suis retrouvé seul sur un rivage hostile, sans communication, sans extraction, et avec la certitude que quelqu'un dans notre chaîne de commandement nous avait trahis. L'expression de Cole ne changea pas, mais Breaker, debout près de la porte, changea de position. La révélation fut difficile à accepter. J'ai survécu. J'ai réussi à atteindre le continent turc. J'avais des contacts, des atouts que j'avais cultivés lors de précédentes missions. Je les ai utilisés pour m'en sortir, mais je ne pouvais pas revenir. Pas avant de savoir qui nous avait compromis. Si je refaisais surface, celui qui avait ordonné cette embuscade saurait que j'étais en vie et il finirait le travail. « Alors tu es devenu un fantôme, dit Cole. »« Je suis devenue infirmière, » corrigea Ellie. 3 hôpitaux en 2 ans, des noms différents, des villes différentes, toujours à l'affût, toujours à l'écoute. Tu as trouvé qui t'a trahi? Les yeux d'Ellie se sont durcis. J'ai des indices. Pas assez, pas encore. Cole a fouillé dans la poche intérieure de son blazer et en a sorti une tablette. Il l'a posée sur la table et l'a fait glisser vers elle. L'écran affichait une image satellite, un complexe boisé entouré d'un mur d'enceinte situé dans ce qui semblait être les Blue Ridge Mountains en Virginie, à environ 150 km à l'ouest de l'endroit où il se trouvait. « Nomad », dit Cole. Le premier maître Daniel Reeves surveille ce complexe. Une société militaire privée appelée Iron Veil Solutions, signalée par le NCIS pour trafic d'armes et courtage illégal de renseignements. Il tapota l'image. Nomad est hors service depuis 14 heures. La dernière transmission était un signal de détresse. 3 courtes rafales sur la fréquence d'urgence. Pas de voix, pas de suivi. Ellie regarda l'image. Ses yeux parcoururent le terrain comme ceux d'un chirurgien parcourant une radiographie. Elle évalua la profondeur, estima les couloirs de menace, calcula les angles d'approche. « Iron Veil », dit-elle, « je connais ce nom. » Le regard de Cole s'aiguisa. « Comment? » « Cypress. Ils avaient des sous-traitants qui opéraient à la périphérie de notre zone d'interdiction. Des navires de soutien enregistrés au nom de sociétés écrans, mais le personnel était celui d'Iron Veil, d'anciens opérateurs de niveau 1. La plupart d'entre eux étaient bien financés et bien connectés. Breaker s'exprima depuis la porte. Suffisamment connecté pour compromettre une insertion de DevGru. Ellie croisa son regard. Suffisamment connecté pour connaître le calendrier d'insertion avant l'équipe. La pièce se refroidit. Les implications s'installèrent comme de la glace dans la poitrine. Le même réseau qui avait tué l'équipe d'Ellie il y a 2 ans détenait peut-être maintenant l'un des opérateurs de Cole. Cole posa les 2 mains à plat sur la table. « Je veux récupérer Nomad, Phoenix vivant, et j'ai besoin de savoir ce qu'Iron Veil protège dans ce complexe au point de kidnapper un Navy SEAL. Envoyez une équipe. » Ellie dit, « Vous avez 4 opérateurs en bas. » J'ai 4 opérateurs et un complexe que nous ne pouvons pas attaquer avec des forces conventionnelles sans déclencher une tempête politique. Iron Veil a des contrats de défense, des alliés au Congrès et une machine de relations publiques. Toute action ouverte deviendrait un scandale. Cole se redressa. J'ai besoin de quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui a été déclaré mort et qui n'a aucune trace officielle. Quelqu'un qui peut s'infiltrer, localiser Nomad et l'extraire avant qu'Iron Veil ne décide qu'il est un handicap. Ellie le fixa du regard. Vous êtes venu recruter un fantôme. Je suis venu parce qu'il y a 14 heures, un agent a disparu. Et il y a 12 heures, un balayage classifié de reconnaissance faciale a détecté vos données biométriques dans une salle d'urgence d'Anchor Bay. Sa voix s'adoucit. Je suis venu parce que tu es en vie, Eleanor, et que Nomad n'a plus beaucoup de temps. Avant qu'Ellie n'ait pu répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Ghost se pencha, le visage tendu. « Amiral, nous avons un problème en bas. » Cole se retourna. De quel genre? L'administrateur de l'hôpital et la sécurité. Il menace d'appeler la police locale si nous ne déposons pas nos armes et ne quittons pas les lieux. Et ce médecin des urgences, Thorne, exige de vous parler. Il a appelé le conseil juridique de l'hôpital. Cole regarda Ellie. Quelque chose passa entre eux. La compréhension mutuelle de 2 personnes qui avaient évolué dans des environnements où les bureaucrates constituaient un obstacle plus tenace que les balles. « Occupe-t'en », dit Ellie doucement. Cole faillit sourire. « Faillit. Breaker, viens avec moi. Phoenix, reste ici.
Étudiez le dossier topographique sur la tablette. Je reviens dans 10 minutes. Cole et Breaker descendirent au couloir du rez-de-chaussée où un attroupement s'était formé. Thorne se tenait au centre, flanqué de la directrice administrative de l'hôpital, le Dr. Patricia Langford, vêtue d'un tailleur gris anthracite et portant des lunettes de lecture, et de deux agents de sécurité qui semblaient profondément mal à l'aise à côté des opérateurs armés. Amiral Cole, commença Langford, d'un ton mesuré et froid. La présence de personnel armé dans les zones réservées aux patients enfreint les codes de l'État et la politique de l'établissement. Si vos hommes ne sont pas désarmés dans les 15 minutes, j'appelle la police d'Anchor Bay. Thorne s'avança. Et je veux des réponses au sujet de l'infirmière. Si elle a exercé sous une fausse identité, c'est de la fraude. Je veux qu'elle soit signalée au Conseil des infirmières de Virginie. Cole regarda Thorne pendant 3 secondes, suffisamment longtemps pour que tout le poids de l'attention d'un amiral 2 étoiles se fasse sentir. Et quelque chose dans la posture de Thorne s'affaiblit. Ses épaules s'affaissèrent, son menton s'abaissa. Dr. Thorne, la femme que vous méprisez depuis 3 semaines, est décorée de la Navy Cross. Elle a sauvé plus de vies sous le feu ennemi que cet hôpital n'en a traité en un an. Sa présence ici est classée secret défense. Vous ne la dénoncerez pas. Vous ne parlerez pas d'elle. Si vous contactez une quelconque autorité au sujet de son identité, vous entraverez une opération fédérale et les conséquences seront à la fois rapides et mémorables. Il fit une pause. C'est clair? Le visage de Thorne passa par toutes les étapes de la colère, de l'humiliation et de la peur avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à de la cendre. « Ce n'est pas fini pour vous, » dit Cole. « Si ça l'est. » Il se retourna et se dirigea vers la cage d'escalier. Breaker le suivit. Au pied de l'escalier, Cole parla sans se retourner. « Encore 15 minutes, Dr. Langford, puis nous partirons. » À l'étage, Ellie se tenait à la fenêtre, la tablette à la main. Elle avait mémorisé la disposition du complexe en 4 minutes. Les murs d'enceinte, les rotations des gardes estimées à partir des horodatage satellites, l'emplacement des bâtiments, les schémas de circulation des véhicules, les lignes d'arbres, les zones mortes et 3 couloirs d'infiltration possibles. Son esprit avait fait cela automatiquement, comme les doigts d'un musicien trouvent les cordes sans y penser consciemment. Elle entendit les pas de Cole dans l'escalier et parla avant qu'il n'entre. Couloir nord-ouest à travers les arbres. Approche par le lit du ruisseau. La caméra thermique suggère une couverture minimale du périmètre ouest entre 2 et 4 heures. Opérateur unique. J'y vais seul. Cole franchit la porte. Tu n'as pas dit oui. Ellie se détourna de la fenêtre. La lumière de l'après-midi illuminait son visage. La cicatrice au-dessus du sourcil, les yeux gris-bleus qui reflétaient à la fois l'épuisement et le feu. La mâchoire crispée qui ne s'était pas détendue depuis qu'il avait prononcé son indicatif. Nomade à 26 ans, dit-elle. Je l'ai formé. Coronado, classe 342. Le meilleur nageur de combat que j'ai jamais certifié. Sa voix se tendit. Vous n'aviez pas besoin de me convaincre, amiral. Il vous suffisait de me dire qu'il était en vie. Cole acquiesça. L'équipement est dans les véhicules. Breaker assure le soutien depuis un centre de commandement mobile à 2 km d'ici. COMS, ISR et QRF si les choses tournent mal. Il regarda sa montre. Nous partons au coucher du soleil. Ellie posa la tablette. Elle regarda ses mains, couvertes de cicatrices de shrapnel, avec encore du sang sous les ongles des patients qu'elle avait sauvés 1 heure plus tôt. 2 vies, celle cachée et tranquille, et celle qui l'attirait vers elle avec la gravité d'un trou noir. Elle fléchit les doigts, le tremblement avait disparu. Il ne reviendrait pas. Au coucher du soleil, dit-elle, le lit du ruisseau était asséché. C'est que la première chose qu'Ellie remarqua en traversant la forêt à SH-237, son corps était baissé, sa respiration inaudible, ses pieds trouvés de la terre au lieu de l'eau dans un canal que les images satellites avaient montré comme un ruisseau, la sécheresse. Le terrain avait changé depuis son dernier passage. Elle s'adapta sans ralentir, utilisant les racines exposées comme couverture au lieu de la ligne d'eau qu'elle avait prévue. Elle ne portait plus sa blouse. Breaker avait ouvert le coffre arrière du Suburban 6 heures plus tôt et en avait sorti un sac de voyage noir. À l'intérieur, un pantalon tactique multicam, une couche de base Ranger Green, un porte-plaque discret, un SIG Pixar 20 compact avec silencieux et 4 chargeurs, un couteau à lame fixe
des jumelles de vision nocturne PBS-31, un casque Peltor et des bottes tactiques Salomon à sa taille. Tout lui allait. Quelqu'un avait conservé son profil d'équipement dans un système qui aurait dû la supprimer il y a 2 ans. Elle n'avait pas posé de questions à ce sujet. Elle aurait le temps de poser des questions une fois que Nomade respirerait l'air libre. Le complexe était situé dans une vallée peu profonde entre 2 crêtes, entouré d'une forêt de feuillus suffisamment dense pour étouffer les sons. Le mur d'enceinte était un mur de béton armé de 3,6 mètres de haut, surmonté de barbelés et de caméras thermiques montées sur des supports motorisés. 2 tours de garde au nord-est et au sud-ouest étaient occupées par des mercenaires équipés de HK-136 avec des viseurs infrarouges, du matériel professionnel. D'anciens opérateurs de niveau 1, travaillant pour un salaire avec plus de zéro que leur salaire gouvernemental n'en avait jamais eu. Ellie atteignit le périmètre ouest à 2h51. Elle se plaqua contre le tronc d'un chêne massif et resta immobile. À travers ses lunettes de vision nocturne, le complexe apparaissait dans une lumière verte phosphorescente. Le bâtiment principal, 2 dépendances, un hangar pour véhicules, un réseau de communication sur le toit et une structure plus petite à l'écart, partiellement en sous-sol, avec une porte en acier renforcée, sans fenêtre, un centre de détention. Nomade était là-dedans, elle activa sa communication. Un clic et la voix de Breaker lui répondit. Basse et immédiate, depuis le centre d'opération tactique mobile situé à 2 km à l'est. Phoenix Overwatch, je vous ai sur ISR. 2 tangos sur le mur ouest. Intervalle de patrouille à 90 secondes. L'intervalle s'ouvre dans 40 secondes. Vous avez une fenêtre de 30 secondes. Ellie compta. Elle observa les 2 gardes suivre leur parcours. Talon point, hommes en position basse. Ils tournaient la tête, mais avec une légère paresse due à des semaines de garde sans incident. Ils étaient bons, mais être bon et être parfait étaient 2 choses différentes. Et c'est dans l'écart entre les deux que vivaient les gens comme Ellie. Les gardes traversèrent, l'ouverture s'est faite. Ellie s'est mise en mouvement. 30 mètres de terrain découvert en 7 secondes. Et elle s'est accroupie sous l'arche de la caméra thermique. Elle a heurté le mur, a lancé un grappin en titane recouvert de caoutchouc, a grimpé 3 ou 6 mètres en 4 secondes, a roulé sur les barbelés en utilisant son gilet pare-balles comme bouclier et s'est laissé tomber à l'intérieur dans une chute contrôlée, amortie par ses genoux fléchis. Aucun bruit plus fort qu'un pas sur de la moquette. Elle était à l'intérieur. L'intérieur du complexe était clairsemé. Des chemins de gravier entre les bâtiments, des projecteurs sur la structure principale, mais l'obscurité régnait entre les dépendances. Elle se déplaça le long de la ligne d'ombre vers la structure de détention, comptant les secondes par rapport aux intervalles de patrouille. Breaker lui parlait dans son oreillette. Phoenix, 2 tangos sortant du bâtiment principal. La porte est se dirige vers vous. Ellie se colla contre l'ombre d'un générateur et resta immobile. 2 hommes passèrent à 2 mètres d'elle, assez près pour qu'elle sente l'odeur de cigarette sur la veste de celui qui marchait devant. Ils parlaient à voix basse. Quelque chose à propos d'un changement d'équipe. Quelque chose à propos d'un prisonnier qui posait problème. Un prisonnier au singulier. Nomade était vivant. Les hommes passèrent. Ellie expira par le nez et se mit en mouvement. La porte du centre de détention était équipée d'un verrou à clavier et d'un peigne dormant. Ellie sortit un module de contournement de son gilet tactique, un petit appareil qui lisait les signatures électromagnétiques des touches récemment enfoncées et générait des combinaisons probables. Il fonctionna pendant 11 secondes. Le verrou cliqua. Elle sortit son arme, enfila le silencieux et ouvrit la porte de la main gauche. Sumaheim, à ta gauche. L'arme levée dans la droite, pénétrant dans l'obscurité avec la fluidité acquise au fil de milliers d'entrées dans des pièces. L'intérieur était un court couloir au mur de béton qui se terminait par une cellule unique avec une porte en barreau d'acier. L'air était humide et sentait la sueur, le sang et l'antiseptique, une combinaison qu'Ellie reconnaissait pour l'avoir vue dans des sites d'interrogatoire sur le terrain dans 3 pays différents. Nomade était allongé sur le sol, quartier maître de première classe. Daniel Reeves, 26 réduit à une silhouette voûtée, les poignets attachés à un tuyau au-dessus de sa tête. Son visage était enflé, un œil fermé, les lèvres fendues à 2 endroits. Son pantalon multicam était déchiré et ensanglanté.
Son t-shirt coupé, son torse présentait des ecchymoses dues à des coups violents, deux entailles superficielles sur la cage thoracique et des brûlures circulaires causées par un dispositif paralysant sur les espaces intercostaux. Systématique. Quelqu'un avait cherché à lui soutirer des informations. Son œil valide s'ouvrit lorsque la porte bougea. Son corps se raidit, prêt instinctivement à affronter la prochaine vague de douleur. Puis son œil se focalisa dans l'obscurité et repéra la silhouette dans l'embrasure de la porte. Petite, armée, se déplaçant avec une fluidité qu'il reconnut à un niveau neurologique, comme un musicien reconnaît une mélodie familière dès les 3 premières notes. Ses lèvres gercées bougèrent. Félix, Ellie était déjà devant les barreaux. Elle examina la serrure, mécanique, robuste, impossible à contourner électroniquement. Elle rangea son arme, sortit la lame fixe de son étui à la ceinture et l'enfonça dans le boîtier de la serrure selon un angle qu'elle avait pratiqué sur des mécanismes similaires à l'école Sears. 2 minutes de travail précis et silencieux. La serrure céda. La porte s'ouvrit. Elle s'agenouilla à côté de lui et coupa les attaches. Ses mains tombèrent et il haleta. Elle vérifia son karaté. Poule 112, élevé mais fort. Pupille réactive. Côte contusionnée mais pas cassée. Coupure superficielle. Brûlure douloureuse mais sans danger. Blessée mais opérationnelle. « Tu peux bouger ?» demanda-t-elle. « Je peux courir si tu me donnes une raison. La raison est derrière moi avec des armes. » Nomade faillit sourire. Cela lui fendit davantage la lèvre. « Tu es mort. Ils nous ont dit que tu étais mort. Tout le monde n'arrête pas de le dire. » Elle l'aida à se relever. Il vacilla, se stabilisa et serra les mâchoires. « Reste derrière moi. Bouge quand je bouge. Arrêtez-vous quand je m'arrête. » Ils sortirent du bâtiment de détention dans l'obscurité. Ellie activa la radio. « Overwatch Phil X, j'ai Nomad. Je me dirige vers X-Phil Alpha. Breaker est revenu en force. Soyez vigilants. » Le bâtiment principal s'illumina. Plusieurs tangos se mobilisaient. Ils savent. Des lumières s'allumèrent. Des portes s'ouvrirent. Des voix aiguës et autoritaires se firent entendre. Quelqu'un avait vérifié les images des caméras ou effectué une patrouille plus tôt que prévu. La situation avait changé. « Nouvelle route, dit Ellie. Hangar à véhicules, mur sud. Cela vous fait passer par la zone de tir entre les bâtiments 2 et 3. Je sais. » Elle se mit en mouvement. Nomade la suivit, boitant mais gardant le rythme. Ils parcoururent 20 mètres et atteignirent l'ombre de l'annexe lorsque le premier cri retentit. Contact avec le bloc de détention compromis. Toutes les unités, allumez les projecteurs. Ellie attrapa Nomade derrière une barrière en béton alors qu'un garde tournait au coin. Fusil levé, il la vit trop tard. Son SIG cracha 2 fois. Le garde s'effondra. Elle prit son HK-416 et le tendit à Nomade. Ses mains se refermèrent sur l'arme avec la familiarité d'une réunion. Ils se dirigèrent vers le garage. 2 gardes apparurent à l'entrée est du bâtiment principal. Ellie abattit le premier d'une balle dans le torse. Nomade tira 2 balles sur le second. Propre, instinctif, une mémoire musculaire qu'aucune torture ne pouvait effacer. Le garage était ouvert. 3 Suburban blindés, les clés dans un coffre mural. Ellie le brisa avec la crosse du SIG, en prit un jeu et les lança à Nomade. « Conduis, Phoenix. Conduis, Nomade. » C'est un ordre d'un chef supérieur. Il se dirigea vers le véhicule le plus proche. Ellie s'agenouilla à l'entrée du garage et tira 2 coups contrôlés sur 3 silhouettes qui sortaient du bâtiment principal. 2 à terre, 1 en retraite. Le silencieux perdait de son efficacité. Chaque tir était plus bruyant, mais la discrétion était terminée. C'était une extraction sous le feu. Le moteur du Suburban rugit. Nomade sortit du garage en marche arrière avec une agressivité contrôlée. Ellie sprinta vers le côté passager et se jeta à l'intérieur alors que les balles ricochaient sur les panneaux blindés. Nomade fonça vers le mur sud. Breaker Phoenix sort en force par le périmètre sud. Besoin d'une QRF au point de ralliement Bravo. Compris. QRF en route. 4 minutes. Le Suburban heurta la porte du périmètre à 60 km/h. La chaîne était renforcée par des barres d'acier. Le véhicule blindé la déchira comme du papier dans un crépitement d'étincelles et ils se retrouvèrent sur la route d'accès, le gravier jaillissant, les phares fendant l'obscurité de la Virginie. Nomade conduisait, son œil valide rivé sur la route, ses mains enflées blanchies sur le volant. Après 30 secondes de silence,
Seulement rompu par le bruit du moteur et une respiration haletante, il a parlé. Phoenix, ils m'ont interrogé sur Cobalt Meridian. Ellie a senti son sang se glacer. Ils connaissaient le nom de l'opération, la composition de l'équipe, ils avaient des photos, le point d'insertion, le navire, les opérateurs individuels. La voix de Nomad était tendue. Ils voulaient savoir si quelqu'un avait survécu à part toi. Ils savent que je suis en vie. Mance Phoenix, l'homme qui dirigeait la division du renseignement d'Iron Vale, celui qui m'avait interrogé personnellement. Il s'était présenté comme un capitaine de marine à la retraite. Il avait dit être un vieil ami de l'amiral Cole. Ces mots la frappèrent comme un impact balistique. La fuite, la personne qui avait vendu la position de son équipe, qui avait tué 11 opérateurs, n'était pas anonyme. Il faisait partie de la communauté des SEAL, proche de Cole, proche du commandement. Son nom? Murmura Ellie. Hargrove. Le capitaine James Hargrove. Ellie ferma les yeux. Elle connaissait ce nom. Elle avait servi sous ses ordres. C'était lui qui avait signé ses ordres de déploiement pour Cobalt Meridian. Le Suburban fonça dans l'obscurité vers le point de ralliement Bravo, transportant 2 guerriers blessés et une vérité qui allait tout brûler. Ils atteignirent le point de ralliement Bravo à Arrow 319. Breaker était déjà là. Le poste de commandement mobile était installé dans une clairière près d'une route coupe-feu. 2 Suburban tournaient au ralenti avec Ghost et les opérateurs restants, formant un périmètre de sécurité. Quand Ellie sortit du véhicule, Breaker la regarda, puis regarda Nomad, qui boitait autour du capot avec un fusil qu'il avait pris à un homme mort et un visage qui semblait avoir servi de sac de frappe. Breaker ne dit rien. Il serra Nomad dans ses bras d'une étreinte brève et totale, le genre de contact qui en disait plus long que les mots. Ellie ouvrit la trousse médicale et se mit au travail sur Nomad sous la lumière rouge du filtre. Elle nettoya les lacérations du visage avec une solution saline. Elle appliqua des pansements papillons sur la lèvre. Elle vérifia les pupilles, 3 mm bilatérales. Égales et réactives. Elle palpa la cage thoracique. Contusionnée, mais pas cassée. Elle pansait les coupures à la langue avec de la coïse hémostatique. Elle traitait les brûlures d'étourdissement avec du sulfate d'argent. Ses mains bougeaient avec l'économie d'un chirurgien qui avait traité des cas de plus en plus graves avec moins de fournitures. Nomad la regardait travailler. « Tu n'as pas changé. Tu es devenue plus lente, » répondit-elle sans lever les yeux. Il faillit rire. Ça faisait mal. Il l'a fait quand même. Cole arriva à 20 minutes plus tard dans la 3e banlieue. Il sortit, regarda Nomad, regarda Ellie, et la tension dans ses épaules se relâcha légèrement, ce qui était le plus proche d'un soulagement visible pour un amiral 2 étoiles. Il ne demanda pas si la mission avait été un succès. La réponse était assise sur un haillon, en train de se faire recoudre le visage. « Hargrove » dit Ellie. Cole serra la mâchoire. « J'ai entendu Breaker relayer le débriefing. Il a signé mes ordres de déploiement. Il avait accès à tous les détails de Cobalt Meridian. Il a vendu 11 opérateurs à un réseau d'armement et a pris sa retraite pour diriger les services de renseignement de la société qui a payé pour le contrat. » Cole resta silencieux. Le Virginia Knight insista. Quand il parla, sa voix avait un poids qui dépassait son grade. James Hargrove était mon camarade de chambre à Annapolis, mon témoin de mariage. Il m'a remis mon trident. Il fit une pause, et je veillerai personnellement à ce qu'il passe le reste de sa vie à Leavenworth. Ce n'est pas une promesse d'un amiral. C'est celle d'un homme qui a enterré 11 personnes à cause de lui. Ellie l'a cru, non pas à cause des étoiles, mais parce qu'elle a reconnu que le chagrin s'était transformé en détermination. Le NCIS prend les choses en main. Cole a continué. Le complexe d'Iron Vale est sécurisé par une force opérationnelle fédérale. Les preuves sont suffisantes pour démanteler le réseau. Il la regarda. Votre témoignage sera crucial, ce qui signifie que vous ne pouvez plus être morte. Ellie expira, 23 mois à se cacher à la vue de tous, à dormir dans des appartements sans rien au mur, à se réveiller à 3 heures du matin, à chercher une âme qui n'était pas là. 23 mois à n'être personne et maintenant, on lui demandait de revenir à la vie. « Je sais, » dit-elle. L'aube se levait sur Anchor Bay, le chantier était bouclé par un ruban jaune. La poussière était retombée. À St. Crest, le service des urgences fonctionnait au ralenti.
Le personnel se déplaçait avec la prudence de ceux qui traitent quelque chose qu'ils mettront des années à comprendre. Le tableau des patients affichait encore le chaos de la veille. Des noms rayés, des étiquettes rouges décolorées pour nous rappeler. Ellie franchit les portes automatiques à 6h47. Elle portait la même blouse bleue qu'à son départ, désormais lavée, empruntée au véhicule de ravitaillement du TOC. Ses cheveux blonds foncés étaient tirés en arrière en une queue de cheval bien nette. Pas de mèche rebelle, pas de désordre désinvolte. L'élastique avait disparu de son poignet. La cicatrice au-dessus de son sourcil gauche était entièrement visible, sans dissimulation. Elle marchait les épaules en arrière et le menton relevé, d'un pas mesuré et délibéré, occupant l'espace au lieu de s'en excuser. Elle mesurait 1,63 mètres. Elle semblait mesurer 1,80 m. Derrière elle, Cole marchait en uniforme bleu, 2 étoiles sur chaque épaule, 4 rangées de rubans, un trident doré au-dessus. Breaker le flanquait en tenue tactique propre, un trident sur sa chaîne. Ghost tenait sa position à l'entrée. Les urgences revinrent au calme. Mais aujourd'hui, le silence était différent. Hier, c'était le choc. Aujourd'hui, c'était la compréhension. Le personnel avait passé 12 heures à échanger des théories, à faire des recherches sur Internet, à chuchoter dans les salles de pause. Aujourd'hui, ils savaient ou commençaient à comprendre que la femme qui avait sauvé 10 vies n'était pas celle que son badge indiquait. Deborah vit Ellie la première. Elle s'arrêta net, les yeux remplis d'un mélange de larmes et d'admiration. Liam se tenait derrière le poste et son visage exprimait quelque chose proche de la révérence. Priya se tenait près de l'abbé 4 et lorsque Ellie passa, leurs regards se croisèrent. Priya lui fit un petit signe de tête. Ellie lui rendit son salut. Rien d'autre n'était nécessaire. Le Dr. Julian Thorne était dans son bureau. Paul avait organisé la réunion par l'intermédiaire du Dr. Langford, qui avait reçu à 17h30 un appel téléphonique d'un agent de liaison du Pentagone qui avait recalibré sa compréhension de l'autorité institutionnelle. Elle était maintenant présente, debout près de la fenêtre du bureau de Thorne, les bras croisés et l'air de quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi. Thorne était assis derrière son bureau. Sa blouse blanche était suspendue à sa chaise. Ses cheveux étaient moins coiffés que d'habitude, comme si la nuit lui avait coûté l'énergie nécessaire à sa vanité. Il leva les yeux lorsque Ellie entra. Son regard passa de son visage à l'uniforme de Cole, puis au trident sur la poitrine de Breaker, avant de revenir sur elle. Quelque chose dans son expression s'effondra, pas de manière spectaculaire, mais avec l'implosion silencieuse de quelqu'un qui avait passé 12 heures à réaliser qu'il s'était moqué d'une femme qui avait accompli plus en un après-midi que lui dans toute sa carrière. Cole prit la parole. Dr. Thorne, le placement du premier maître Vance faisait partie d'un programme classifié. Ses qualifications reflètent une véritable formation médicale. Elle est une spécialiste qualifiée en reconnaissance amphibie, certifiée en traumatologie avancée et ayant 6 déploiements d'expérience en chirurgie de terrain à son actif. Elle n'a pas mis vos patients en danger. Elle en a sauvé 10, dans des conditions qui ont révélé les lacunes de votre service en matière de préparation. Thorne ouvrit la bouche. Cole leva un doigt, un geste si petit et si absolu qu'il ferma la bouche de Thorne comme un interrupteur. Passez moins de temps à évaluer les gens sur leur apparence, docteur. Passez plus de temps à vous préparer pour le jour où l'apparence sera la dernière chose qui comptera. Ce jour, c'était hier. Vous n'étiez pas prêt. Elle l'était. Thorne regarda Ellie. Elle se tenait à 1 mètre de son bureau, 1,63 même, des cheveux blonds foncés, des yeux gris-bleus, une cicatrice au-dessus du sourcil gauche, des marques d'éclats d'obus sur les mains posées le long du corps. Elle ne jubilait pas. Elle ne souriait pas. Elle le regardait comme elle avait regardé tous les patients mourants la veille, avec une clarté imperturbable et sans sentimentalisme. « Pour ce que ça vaut, dit Ellie, votre instinct concernant la cage thoracique instable était juste. Vous l'avez identifié rapidement. Tu n'as simplement pas pu trier et traiter simultanément. Personne ne le peut. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un échec du système. » Thorne cligna des yeux. Il s'attendait à de la colère. Il s'attendait à de l'humiliation. Il ne s'attendait pas à ce que la femme qu'il avait rabaissée lui offre une évaluation clinique à la fois honnête et généreuse. Il déglutit péniblement, et pour la première fois depuis qu'Ellie le connaissait, Julian Thorne n'avait rien à dire. Langford s'éclaircit la gorge. « Chef supérieur Vance,
Au nom du Centre médical Saint Crest, je tiens à vous remercier officiellement pour ce que vous avez fait pour nos patients et notre personnel. Si cette institution peut faire quelque chose, elle le fera. Ellie dit, organisez un exercice de gestion des incidents majeurs. Un vrai, pas un exercice sur papier. Mettez votre personnel sous pression avant que la pression ne le rattrape. Hier, vous m'aviez. La prochaine fois, ce ne sera pas le cas. Langford acquiesça. C'était le signe de tête d'une femme qui venait de recevoir un ordre de quelqu'un qui n'avait pas l'autorité pour le donner et qui le reconnaissait comme la consigne la plus importante qu'elle ait reçue depuis des années. Ils quittèrent le bureau de Thorne. Dans le couloir, Breaker se mit à marcher aux côtés d'Ellie. Ils passèrent en silence devant les salles de traumatologie, devant le tableau, passa devant le couloir des fournitures où, 3 semaines auparavant, elle avait compté les pansements hémostatiques et fait semblant d'être invisible. Et maintenant, demanda Breaker. Ellie s'arrêta à l'entrée des urgences. La lumière du matin filtrait à travers les portes vitrées, chaudes et dorées, peignant le linoléum de longs rectangles. Dehors, Anchor Bay se réveillait, la circulation reprenait, on versait le café, les gens se rendaient à leur travail dont ils se plaindraient et à leur vie qu'ils tiendraient pour acquise. Le miracle ordinaire d'une ville qui ne savait pas à quel point elle avait frôlé la catastrophe. Nomad a besoin de rééducation physique et opérationnelle. Je peux m'en occuper. Elle marqua une pause. Et le réseau de Harrow s'étend au-delà d'un seul complexe. Quelqu'un doit le tracer. Quelqu'un qui a déjà été un fantôme. Breaker scruta son visage. On dirait que tu ne prends pas ta retraite. Ellie regarda ses mains. Les cicatrices des éclats d'obus, les callosités, la stabilité qui était revenue et ne la quitterait plus. Ses mains avaient tenu des compresses et des armes. Elles avaient réconforté les mourants et tué ceux qui le méritaient. Ce n'étaient pas les mains de quelqu'un qui pouvait rester assis sans bouger. J'ai passé 23 mois à faire semblant de n'être personne, dit-elle. J'en ai fini avec les faux semblants. Elle se retourna et jeta un dernier regard vers le service des urgences. À travers la cloison vitrée, elle pouvait voir Deborah mettre à jour le tableau. Liam examinait un patient. Prêt à réapprovisionner un chariot, comme Ellie le lui avait montré. Les hémostatiques du côté dominant. Ellie eut la gorge serrée. Elle cligna des yeux une fois. Laisse passer. Puis, le premier maître Elanina Vance, Phoenix, sortit du centre médical Saint Crest et entra dans la lumière du matin, flanqué d'hommes qui la suivraient dans n'importe quelle obscurité. Vers un combat qui était loin d'être terminé, mais qu'elle n'aurait plus à mener seule. Derrière elle, dans le service des urgences, une étudiante infirmière nommée Priya s'arrêta devant le chariot de fourniture. Elle regarda les pansements hémostatiques disposés sur le côté droit, le côté de la main dominante, comme l'avait fait l'infirmière tremblante lors de son tout premier jour. Avant que quiconque ne comprenne pourquoi c'était important, Priya les laissa exactement où ils étaient. Fin. Si l'histoire de Phoenix vous a donné des frissons, cliquez sur j'aime et commentez. Phoenix renaît. Voyons combien de guerriers silencieux regardent. Abonnez-vous à Secrets of Silent Badges et activez les notifications pour ne jamais manquer le moment où le masque tombe. J'ai pas besoin de faire ça. Hein? Rassurez-moi, j'ai pas besoin. Hein. Fade length. One side. Fade 1 HP. Oh, my bad. Oh, elle m'a fait trop peur. Elle m'a fait trop... J'ai cru qu'il y avait personne sur site. J'ai cru qu'il y avait personne sur site. My bad, j'ai fait de la merde. J'ai cru que c'était un allié alors que je suis clave. Ah, c'est souk, my bad. That's all my fault, guys. I was lost, sorry. Match point. All good. C'est pas une voie affiliée, c'est pas pour nous, ça. Yeah, I have all Je we sais can pas go pour le B. passeport.
Mais c'est écrit Twitch for some new affiliates. Déjà, c'est quelques-uns nouveaux affiliés. Donc c'est pas pour nous, c'est pas pour moi. C'est les nouvelles Maybe personnes Jets qui vont I être can drop for you. affiliées Lost round anyways. Нужна пушка. récemment. Et encore, c'est pas tout le monde, c'est écrit some. Voilà. Yes, Hein, il y a on drop. dit. Ограничу обзор. Подкину дымка. Перезаряжаю. Oh, we are dead, bro. Ouais, c'est mort. Merci. Dommage. Attendez. Bah moi je peux écrire le mail. Comme dans un sous-marin, j'ai essayé plein de réglages. Attendez, change rien. Ouais, bah dans The Game, je suis Détroit, ouais. Pour tous, au moins une fois. Bah les nouveaux, oui, mais pas ceux qui l'ont déjà eu, je pense pas. Bon, je lui ai envoyé, je lui envoie ça. Du coup, ouais, non, Razer, ouais. Bah, après, ça va, j'ai bien joué quand même, malgré le son un peu chelou. Si je mets profil Valorant. Bah, il y a un profil Valorant? Putain, stylé. Ouais, bah, je lui ai envoyé un j'ai envoyé un mail au gars là. Et du coup, à voir. Heu Ouais, game de dérange. Après, ça va, je tire bien, hein. Malgré le son bizarre, je trouve que j'ai plutôt bien joué. Et je suis quand même MVP. Ah, bah, ah, la carrière, elle est. Attendez. Fallait que je filme ça, c'est pas possible. C'est quoi cette carrière? Si. C'est quoi cette carrière? J'ai pas eu de match MVP. Enfin, team MVP, ça marche pas. Encore Corod. C'est ma passion la vie, Aniska. Je suis sur ma game de des rangs diamant. Bientôt, on va avoir le même rank, mon petit Aniska. Hein? On va avoir le même rank. Mais non, mais mon casque, il est bizarre. Mon casque, il fait un bruit de sous-marin. Mon casque, il fait un bruit de sous-marin, genre, je comprends pas. Bon, je lui ai envoyé un message. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, ouh, wow. Ah bah j'ai écrit, bonjour, c'est encore moi. If you want to play Duelist. Bah là, je dérange des 3. Coucou Natello, si tu déranques. Mais j'ai déjà du au cul avec elle, Blossom.
Je suis ascendant 1, les D1, on a déjà duo Q hier. Ah bah ça m'avait pas réveillé, hein. Mais non, j'ai arrêté les duos en live parce que j'arrive pas à me concentrer ni sur le chat, ni sur le jeu, ni sur mon duo. Je vais vraiment privilégier la solo queue ou alors, les duos en mode, sans Discord, sans rien. Juste, on est en duo in-game, mais on se parle pas trop parce que sinon j'arrive pas Скоро du tout. начнем. J'ai Сперва écrit: запустим «Bonjour, c'est звук encore moi, j'ai reçu la подстройки, version а PlayStation после du запуск casque. подстройки». Est-ce qu'il y a une différence entre la version PC? J'ai l'impression que le son est bizarre comme dans un sous-marin. J'ai essayé plein de réglages dans l'application de Hello. Razer, mais ça ne change rien. Merci». On va voir s'il va me répondre. Oh ma petite Nadello. Ah, est-ce que tu m'as répondu sur Snap? Tu m'as répondu sur Snap, Nadello? Non, elle me répond pas sur Snap. Let's do Fate on the first round. Coucou les la They 4, have coucou a la Yoro, team. he's going to TP fast probably, so... Je suis sur ma game de Derank. Ma vraie game de Derank. Okay, I'll walk up A then. Ah, we fake what? Fake Z, we go A. Take Ok. B. I'm coming. Ищу цели. Oh wait, Fig B. Дрон подбит. I'm smoking for the Fig. Oh, there's one mid link. You're a TP? You're to beat or spawn. Yeah, I heard it. I spawned. В голову. Nice. Okay, come on, take space A fast, they know. Come, guys. Fate top mid. Nice shots. Остался один враг. One more city. I have one last. molly, ok, play time. Yeah, play time. Play time. Elbow, chez Elbow. Ракета запущена. Nice. Ah, Real good. what the fuck? Alors? Good job, bro. I was running, bro, what? Клоу. Yeah. Если Yeah, back сменишь very работу, accurate running. не говори про бессмертие. Клиенты мигом Wait, you were also running with your sheriff Я on бы that? так и сделал. No. It's the Ah, bandit okay, for Jet. yeah, I was gonna say. Nadello! D'ailleurs, dimanche, je vais à une convention. Dimanche, j'ai une convention dans ma ville, une convention genre en mode Запускаю дрон. en mode kawaii Neitu. To backside. I'm gonna need backside. Ракетный залп. Осветление. Behind the box, behind the box! You're a TP mate, no? You're a TP Please keep me- Yeah, ETP, he's probably behind us. One on me, one here. Перезаряжаю. Chamber low as well. Медиа. 103 chamber. Bucky CT, come in. Oh, Chamber minus 100. Заряд активен. Остался один О. игрок. Остался один враг. Nice. Nice. good job, guys. Well played. That's that right leg could have been RNG luck, man. Holy shit. I said he plays TP to man. Нечто, Yeah. что вообще им не помогает. Jack, can I have your bandit, please? C'est bon. Yeah, of course. Ouais, lui, il m'a fait la tête, il m'a fait... Mais pourquoi on reçoit plein de pubs alors qu'on a un autocollant pas de pub? Et on reçoit plein de pubs alors qu'on a un petit autocollant pas de pub. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Can you smoke